Chérie, tu veux bien m'aider à aller chercher ce qui reste dans le coffre? Il y a encore 2 packs d'eau, le paquet de sopalin. Non, l'asiatique de 22 ans qui est dans le coffre, tu peux le laisser, je m'en occuperai plus tard. J'ai pas d'issue. J'ai pas de retour possible. Ce coup-là sera mon dernier. Petite réaction à chaud, je viens d'aller voir Trap de M. Night Shyamalan. Et je suis allé voir ce film sans rien savoir, à part que ça s'appelait Trap, que c'était réalisé par M. Night Shyamalan, que c'était interprété par Josh Hartnett, et que c'était classé film d'horreur. J'avais vu ça, en tout cas dans mon cinéma, c'était classé horreur. Ce n'est pas du tout le cas, je vous préviens d'emblée, si vous voulez voir un film d'horreur, c'est pas le cas, on est sur un thriller / suspense. Et ce matin, avant de voir le film, j'ai vu l'affiche et j'ai lu la phrase d'accroche. C'était quelque chose genre 3000 fans, 300 policiers, un serial killer, aucune échappatoire, quelque chose comme ça. Et en fait, comme je ne connaissais pas le pitch, je me suis dit, oula, 300 000 spectateurs, des flics et tout. En fait, dans ma tête, je me suis dit, c'est quoi en fait? C'est une sorte de Running Man? Voilà, je savais vraiment rien du film. Donc, et je n'ai pas voulu voir la bande-annonce, car vous le savez, j'aime de plus en plus découvrir des films sans rien savoir du tout. Et ici, j'ai vraiment bien fait. Pourquoi? Parce que du coup, j'arrive dans la salle, je m'attends à un truc peut-être un peu à la Running Man, et alors pas du tout. Je me retrouve avec ce père de famille et sa fille adolescente qui vont voir un concert. À partir de maintenant, je vais vous parler comme si vous connaissiez le pitch ou la bande-annonce. Alors moi, quand j'ai vu l'affiche avec Josh Hartnett marqué Trap, j'ai cru que Josh Hartnett allait être la victime. J'arrive dans la salle, on n'est que 5 pour voir le film. Je découvre que Josh Hartnett est avec sa fille adolescente et ils vont à un concert. Ils ont une jolie relation. De toute façon, pour moi, Josh Hartnett, je croyais que dans ce film, il était victime, parce que voilà, c'était marqué Trap sur le visage de Josh Hartnett, et j'ai pas vu la bande-annonce. Et j'ai l'habitude de le voir plutôt en bon gars, donc voilà, moi j'arrive dans le film, et donc je vois ce père qui amène sa fille à un concert, ils ont une bonne relation, etc. Et à un moment, il dit qu'il va pisser, et il demande à sa fille de rester là. Donc je me dis, ah ok, quand il va revenir, sa fille ne sera plus là. Pas du tout. Il va pisser, il consulte son téléphone et en fait, il regarde les caméras d'un mec qu'il a séquestré dans une cave. Donc ça, hélas, c'est complètement spoilé dans la bande-annonce que j'ai rattrapé à mon retour. Et je me suis dit, mais heureusement que tu ne savais pas. Parce que moi, du coup, j'étais à fond dedans, puis j'ai pris une petite claque en découvrant que Josh Hartnett était le connard dans l'histoire. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est que je me suis dit, mais c'est génial, parce qu'on a vu que lui et sa fille ont une belle relation. Sa fille est probablement pas au courant. J'avais un petit espoir. Alors attention, je spoil un petit peu sur ce que vous n'allez pas avoir dans le film. J'avais un petit espoir que sa fille était peut-être qui sait dans le coup, peut-être qu'elle savait au moins un peu ce que bidouillait son père, qu'on aurait peut-être cette révélation à un moment, mais non. Donc je découvre ça et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que normalement quand on découvre qu'un père comme ça de famille est peut-être un psychopathe, on voit que le mec est un petit peu connard, un petit peu machin, on a l'impression qu'il va pas manquer à la famille, limite ça sera libérateur si on l'envoie en tôle. Là, je me disais, mais comment vous allez régler ça? Parce qu'ils ont une belle relation avec sa fille. On voit qu'elle aime son père. Bon, il a des petites maladresses de papa, mais voilà, des trucs genre, voilà, parce qu'il a l'air un peu ridicule, parce qu'il emploie des mots de jeune et puis tout ça. Mais rien de néfaste, de toxique dans leur relation. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Après le film, on est un peu sur une sorte de... Ça m'a un petit peu évoqué Meurtre en suspens, si vous connaissez, avec Johnny Depp. Un film des années 90, un peu oublié, à tort d'ailleurs, un petit peu au niveau de l'atmosphère, puis toute cette génération de films un peu à la Fun Game, vous savez, ces films qui vous donnent l'impression d'être dans un huis clos, mais extérieur, parce qu'on est quand même dans une très très grande salle de concert, donc c'est pas un vrai huis clos oppressant, et en même temps on se sent oppressé, parce qu'on sent que tous les flics sont là, puisque le sujet du film, c'est que des flics ont tendu un piège à un serial killer pour lui foutre la main dessus. Parce que du coup, l'histoire, c'est que des flics sont tous présents à un concert où ils savent que le serial killer va être là. Alors le film va vous expliquer pourquoi. C'est vrai qu'au début, on peut se dire pourquoi ils vont le savoir. Après, quand on apprend pourquoi, on se dit ouais, c'est un petit peu facile. Puis il y a quand même une autre justification après, donc ça passe plutôt bien en général. Alors après, la bande-annonce vous en montre pas trop, mais
moi j'ai bien aimé cette idée de ne pas savoir du tout que Josh Hartnett était le méchant. Moi j'aime beaucoup les teasers qui ne montrent rien ou qui sont une œuvre à part entière. Je me souviens du teaser de Super 8 par exemple, je ne sais pas si vous vous en rappelez, le tout premier, où en fait on n'avait que les décombres d'un train et on avait quelque chose, on se doutait que c'était une créature qui frappait à l'intérieur du train et qui était en train d'exploser la porte et hop, on terminait sur le titre. On ne savait pas et ça donnait envie de le voir. Moi je trouve qu'on devrait avoir de plus en plus de teasers et de bandes annonces comme ça pour vraiment prendre claque sur claque sur claque, parce que du coup je trouve que maintenant que j'ai vu la bande annonce, je me dis mais en fait le début du film il est résumé de manière même assez longue, je trouve, dans la bande-annonce. Du coup, j'aurais l'impression de revoir cette bande-annonce, mais version longue, pendant un quart d'heure. Et au moment où il va découvrir les images de sa victime dans sa cave, c'est pas impactant. Et en plus, il n'y a pas d'image vraiment supplémentaire par rapport à ce qu'on a pu voir dans la bande-annonce. C'est un petit peu allongé, évidemment, mais il n'y a rien de plus impactant que ce qu'on a vu. Donc j'ai beaucoup aimé découvrir ce film sans rien connaître dessus. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que ce film vous intéresse et que vous connaissez au moins le pitch ou la bande-annonce. Je sais aussi autour de moi que je suis une des rares personnes qui va voir des films complètement à l'aveugle. Bon, hélas, quand je vais au cinéma, des fois je découvre des bandes-annonces de films que j'ai pas forcément envie de voir les bandes-annonces. Notamment, là, tout à l'heure, j'ai vu la bande-annonce d'un film qui s'appelle Blink Twice, qui m'a plutôt donné envie, mais j'ai peur d'avoir déjà vu beaucoup de choses du film. Donc dans les influences, je vous ai dit un petit peu ce que ça m'évoquait. Sur la fin, ça pourrait même me faire penser un petit peu à l'enjeu avec Michael Keaton. Il y a 2-3 petites choses comme ça, des petites influences. Comme souvent avec Shyamalan, on a ce petit concept qui est assez attrayant là, donc le fait qu'on ait une salle de concert qui sert de piège pour choper donc ce tueur. C'est basé sur un fait réel, je crois, des années 80. C'était l'opération Flagship. Et alors, le peu que je connais de ça, j'ai vu ça, j'ai survolé l'histoire. C'est pas du tout la même histoire, c'est pas une histoire de concert, mais la trame de fond a inspiré Shyamalan. C'était des flics qui avaient organisé un faux événement pour récupérer une centaine de fugitifs en offrant des billets gratuits pour le Super Bowl. Donc voilà, je ne sais pas exactement comment ils ont bidouillé leur truc, je ne sais pas s'il y a un documentaire sur le sujet, je vais me renseigner parce que je trouve ça assez intéressant. Mais surtout, je me dis, mais comment ils ont deviné qu'ils allaient piéger ces gars-là voilà. Alors, est-ce que c'est simplement parce qu'ils savent que le Super Bowl attire plein de gens, donc ils ont contrôlé tous les gars qui passaient et ils ont réussi à reconnaître les flics. Donc en fait, il y avait plein de flics qui s'étaient déguisés en ouvreurs, en cheerleaders, en machin, etc. J'ose espérer que pour les cheerleaders, c'était des fliquettes qui étaient déguisées. Vous imaginez le look sinon. Et donc voilà, ils ont interpellé des gens. Donc Shyamalan s'est inspiré de cette opération Flagship pour créer le scénario de Trap. Et donc l'idée est vraiment pas mal. Moi je ne me suis pas ennuyé pendant ce film tout du long. Alors après on peut y voir des facilités. Il y a aussi le gros facteur chance, hein, comme à chaque fois que le personnage veut s'en sortir d'une situation, il trouve un petit quelque chose. En même temps, c'est le but d'un film, hein, c'est pas qu'il soit arrêté au bout de 2 minutes, sinon il n'y a plus rien. Le petit bémol, c'est que de temps en temps, on se dit « ouais, là quand même, c'est possible le facteur chance ». Et là, dans l'histoire des serial killers, il y a eu énormément de facteurs chance. Il y en a qu'on n'a jamais arrêté, Jack l'Éventreur par exemple. Dans les facteurs chance, on avait Jeffrey Dahmer, qui un jour, l'une de ses victimes s'est échappée de chez lui, a été chez les flics, et les flics l'ont ramené chez Jeffrey Dahmer, chez le serial killer, et lui ont rendu. Parce qu'ils ont vu un mec à moitié drogué, un jeune, ils ont cru à une histoire de dispute entre homosexuels, ce qui était très mal vu à l'époque, et ils lui ont refilé le gars, ils ne voulaient pas entendre parler de l'histoire, ils n'ont pas écouté le gars, ils se sont dit il est complètement drogué, ils se sont disputés, et ils n'écoutaient pas ce que le gars qui était dans un état second était en train de raconter et d'expliquer que Jeffrey Dahmer était un tordu et qui tuait des gens. Et en fait, donc ils lui ont ramené sa victime, et après Jeffrey Dahmer a fait encore d'autres victimes. Donc vous voyez, ce genre d'absurdité arrive aussi dans la vie. Donc on peut imaginer que oui, voilà, il y a le facteur chance pour le personnage de Josh Hartnett qui de temps en temps fait des choses quand même dans un lieu un peu public et personne ne le voit. Là, je vais rentrer un petit peu dans les spoilers. Alerte rouge, j'appelle toutes les unités. Alerte rouge, alerte rouge. Je vais commencer à raconter quelques rebondissements, donc coupez la vidéo si vous ne voulez pas en savoir plus.
Notamment, un des premiers rebondissements, c'est qu'il y a une fille qui est pas très bien et qui est en haut dans l'escalier, elle attend près de la rambarde et il va la pousser pour voir comment s'organisent un peu les flics, s'il y a moyen d'éventuellement leur échapper, etc. Voilà. Il pousse cette fille dans un hall de concert où il y a plein de monde. Là, évidemment, ça reste possible, même si c'est une chance sur je ne sais combien qui la pousse et que personne ne regarde à ce moment-là, c'est possible. Ça coûtait quand même pas grand-chose en termes de mise en scène d'essayer de faire un truc un petit peu plus subtil que hop, il pousse avec la main. Ou alors il aurait pu essayer de la pousser avec sa main cachée, parce que quand il est face à la rambarde, il n'y a personne face à lui, il aurait pu la pousser comme ça plutôt que comme ça. Vous voyez, ça fait une toute petite différence, mais ça permet de justifier pourquoi personne ne l'aurait vu, alors qu'il y a quand même pas mal de monde autour de lui. Bon, plein de petits détails comme ça, mais qui passent quand même. Ça va, c'est assez acceptable. Tout dépend de quel spectateur vous êtes, hein, si vous avez envie de pinailler ou si vous ne rentrez pas dans le film. Parce que c'est vrai que quand vous rentrez dans le film, que vous aimez l'histoire, vous aimez les personnages, on a plus de facilité à pardonner les petits couacs. Alors que si on commence dès le départ à ne pas accrocher au film, c'est vrai qu'on va peut-être plus facilement pinailler en se disant « ouais, ça du coup, ça c'est mauvais en plus, et ça c'est mauvais en plus ». Bon, moi je me suis plutôt dit « ah, le film est bon, ah dommage qu'ils n'ont pas peaufiné ce petit détail ». C'est comme à un moment, il est dans un couloir, il est face à une alarme, parce qu'il se dit qu'il va peut-être déclencher l'alarme pour pouvoir créer un mouvement de panique et essayer de se sauver là-dedans. Il est droit devant l'alarme dans le couloir, avec plein de gens qui passent dans le couloir derrière lui. Il n'y a personne qui lui jette un petit coup d'œil en se demandant mais pourquoi le gars il regarde comme ça le truc d'alarme, il va tirer dessus. Parce que moi, si je passe devant un gars qui est devant un truc d'alarme, je me dis qu'est-ce qu'il va faire le gars, il va appuyer là, qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer. Je me dis pas forcément que c'est un serial killer, mais je me dis le gars il est en train de déconner là, il a envie d'appuyer sur le bouton. Appuyer sur le bouton. Donc voilà des petits détails. Après ça c'est aussi un problème de figuration, hein. Les figurants ils sont toujours un peu en mode robot. Les figurants vous leur dites d'aller d'un point A à un point B et en fait ils y vont en mode robot. Ils ne pensent pas à avoir des réactions humaines parce que ils sont pas habitués à jouer. Et normalement, bon, on ne regarde pas forcément toujours droit devant soi, on discute un peu, on regarde les gens passer. Vous savez très bien que dans la rue, des fois, vous regardez quelqu'un, même si vous regardez le cul d'une jolie fille, voilà, vous avez tendance, mais vous verrez quasiment jamais ça dans les figurants parce qu'ils sont toujours un peu en mode robot. Et là, ça se sent un petit peu parfois, mais rien de grave du tout, c'est même assez anecdotique. Mais j'ai pas pu m'empêcher d'avoir le petit démon sur l'épaule qui me dit « ça aurait pu être mieux ». L'acteur principal, c'est Josh Hartnett, puis il y a l'actrice dont je ne connais pas le nom, qui fait sa fille, Riley, hein, qui est très attachante. Et le troisième nom au casting, c'est Saleka Knight Shyamalan, donc la fille de Shyamalan, qui donc chante. Et on voit que ce film est aussi un bon prétexte pour mettre en avant les talents de sa fille. Cela dit, pourquoi pas. Si elle a du talent, pourquoi pas. Et elle a du talent, parce qu'effectivement, on l'entend chanter. Elle sert de toile de fond tout le long du film pour le concert. Et aussi, elle a une autre utilité dans l'affaire avec les flics, puisqu'elle est au courant hein, de tout ce qui s'est organisé pendant son concert pour arrêter le tueur qui s'appelle Le Boucher. Et malgré le fait qu'on sait que c'est sa fille et que du coup il essaie de mettre en avant les talents de sa fille, je trouve pas que ça fasse abuser. Je veux dire, on s'en rend compte parce qu'on connaît leur nom et qu'on sait qu'ils sont de la même famille, mais quand vous regardez le film, vous sentez que le film, pendant le concert, on est sur Josh Hartnett et sur sa fille. On n'en fait pas trop en se disant il valorise sa fille, il oublie ses acteurs. Non, non, on suit vraiment l'histoire de ces personnages, c'est bien dosé, j'ai trouvé. Puis après qu'il valorise sa fille, pourquoi pas. Il y a des gens qui râlent genre ah oui, c'est une fille d'eux, alors il la met en avant, et alors déjà il fait ce qu'il veut. Si sa fille a du talent, qui lui donne une place après tout. Si vous êtes boulanger et que vous demandez à votre fils de bosser avec vous, personne ne va vous le reprocher. Ne reprochez pas à un réalisateur de faire bosser sa fille ou son fils dans son film. Surtout que Saleka Knight Shyamalan, elle prouve son talent. Aussi bien d'actrice, c'est une bonne actrice, elle est très jolie aussi, et c'est une très bonne chanteuse. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle parle vite fait d'une relation compliquée avec son père, et elle sent un lien avec l'adolescente, avec Riley, et c'est intéressant puisque Riley a un lien particulier avec son père, mais un lien qu'elle ne connaît pas encore, puisqu'elle ne connaît pas encore la véritable double identité de son père. Et il y a tout un parallèle qui est intéressant. D'ailleurs, à un moment, il y a une chanson qui est chantée, on sent qu'elle a un impact dans l'action. Manque de bol, ils n'ont pas sous-titré cette putain de chanson, donc je sentais qu'il y avait quelque chose à comprendre, un double sens avec le texte. J'ai essayé de me concentrer, mais moi j'ai vachement de mal à comprendre l'anglais comme ça, sans sous-titres, sans rien. Donc il faudra que je revoie le film avec des sous-titres sur cette chanson.
Mais voilà, on sent qu'il y a tout un petit parallèle. Pareil, il y a un parallèle entre ce qu'on apprend du passé du tueur, du boucher, et le fait que la profileuse soit une vieille femme. Il y a un lien maternel, bon, on est dans les spoilers donc je vais le dire, il y a un lien qui fait référence à la mère qui est peut-être le déclencheur de ce qu'est le personnage de Josh Hartnett, et cette femme profileuse, cette vieille femme qui peut évoquer sa mère, qu'il voit aussi en hallucination, et qui va mettre, elle, fin aux agissements de Josh Hartnett, ou en tout cas essayer. J'ai compté aussi, je me suis amusé pendant le générique de fin à compter le nombre de chansons qui étaient interprétées par Saleka. J'en ai compté 17. Mais c'est une très belle OST. D'ailleurs, ce serait très intéressant de posséder cette OST, elle chante vachement bien. On n'est pas que dans cette salle de concert, on y passe un long moment, il y a un moment où on va sortir de cette salle de concert, et à partir de ce moment-là, c'est un petit peu dommage. On reste encore un peu avec le personnage de Riley, donc la fille. J'aurais voulu qu'on approfondisse encore plus la relation, en tout cas ses sentiments, à partir du moment où elle apprend que son père est le boucher. Parce qu'à partir de là, on n'a plus les sentiments de la famille, on a la femme, mais les enfants disparaissent. Et je me suis dit, mais c'est dommage, moi ce que je veux, c'est voir cette fille qui aime son père, voir l'actrice jouer, voir ce qu'elle ressent, comment elle est bouleversée par cette nouvelle. D'ailleurs, un petit truc un peu con à la fin, la fameuse flic qui dit non, laissez-la passer, et la gamine, elle vient pour faire un dernier câlin à son père avec les chaînes et tout. Ça fait con. C'est dommage ce passage-là. Au contraire, il fallait lui interdire le dernier câlin, montrer une incompréhension dans ses yeux parce qu'elle, c'est encore son père. Il y avait quelque chose à faire. Là, le fait qu'elle laisse, c'est complètement con. En plus, bon, Josh Hartnett n'allait pas faire de mal à sa fille, mais ce sont des flics, ils sont censés être pros. Ils devraient penser, mais sa fille, elle vient dans ses bras, il pourrait très bien prendre sa fille en otage, par exemple, menacer de la tuer, de l'étrangler avec les chaînes. Il y a quelque chose de très stupide à ce moment-là de la part d'autorités qui sont censées avoir un haut level. Et ça, c'était assez ridicule. Alors on peut se dire, ouais, la profileuse, elle connaît bien son profil, il se doute qu'il fera pas ça. Mais non, tu laisses pas ce tueur en série faire un dernier câlin à sa fille. Bon, il y a toujours ce facteur chance à un près, donc plusieurs éléments, ça tombe pile poil quand il faut, mais c'est plutôt sympa. Un autre petit détail, alors oui, je vous parle du négatif, j'ai vraiment bien aimé cette séance, mais je focalise sur les petits détails négatifs, parce que c'est frustrant quand vous avez aimé un film, de voir 2-3 petits points de détail où vous dites « Ah, pourquoi vous avez fait ça? Merde, vous avez un petit peu gâché votre film alors qu'il est vachement bien. » À un moment, il y a un faux raccord qui est assez moche, je trouve. Alors, c'est une réaction à chaud, j'ai vu le film qu'une fois, j'ai peut-être loupé quelque chose, mais je n'ai pas l'impression. À un moment, le mec a une pile de t-shirts, il lui dit à Josh Hartnett, c'est celui du haut le vôtre, prenez celui du haut. Et dans la même action, le mouvement suivant de Josh Hartnett, c'est de poser le cutter que lui a prêté le mec en haut de la pile. Et le plan d'après, il s'éloigne et tu vois que Josh Hartnett a un t-shirt dans la main et que l'autre, il a sa pile avec son cutter dessus. À aucun moment tu l'as vu prendre le t-shirt, donc il y a une sensation, je cherche pas les faux raccords, moi quand je regarde un film j'ai envie de rentrer dedans, mais il y a des fois des faux raccords qui me sautent aux yeux ou qui me font bizarre, et on n'a pas une sensation d'ellipse vu la rapidité de l'action, il y a quelque chose qui cloche. Bon voilà, pareil, un petit détail à la con, mais qui vient t'interpeller et te sortir un peu du film pendant 3-4 secondes, où tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Pareil dans les éléments qui clochent un petit peu, sur la fin il est dans la limousine et il arrive à en sortir. Il y a quand même eu déjà plusieurs moments où il a réussi un peu à se dépatouiller, on l'accepte, mais là, ce moment-là, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on voit qu'il y a toute une foule qui est vraiment autour de la limousine. Ils ont compris qu'il y avait la star dedans, et à un moment, il aurait réussi à sortir sans que personne le voie. Ça paraît un peu bizarre. Je trouve qu'il y a ce moment cloche un petit peu, surtout qu'ils sont tous là avec leur téléphone, ils sont curieux parce qu'ils ont vu qu'il y a leur star. Lady Raven, donc la star jouée par Saleka, à un moment elle arrive à ouvrir la fenêtre et à crier au secours, mais juste une fois, donc on ne sait pas trop si quelqu'un a compris, mais on voit qu'il y en a un ou deux qui se posent des questions. D'ailleurs j'avais même espéré à ce moment-là un petit peu qu'il y a un mouvement de foule, que ces fans comprennent qu'il y a quelque chose qui cloche sans trop savoir ce que c'est, mais que du coup ils bloquent un peu la voiture. Ça aurait pu être très intéressant de voir un peu comme ça les fans qui allaient en gros être contre le criminel. Vous savez, un petit peu une scène à la Spider-Man 2 quand tous les gens de New York essaient de soutenir Spider-Man.
Je me suis dit il y avait un potentiel à faire une très belle scène comme ça avec tous les fans un petit peu qui se révoltent, parce qu'en plus on voit que c'est une grande star, les gens l'aiment beaucoup. D'ailleurs le fait qu'elle s'appelle Lady Raven, il y a un petit côté peut-être, on a l'impression qu'ils essaient de nous faire un petit parallèle avec quelqu'un comme Lady Gaga, pour nous montrer que c'est une grande star. Et du coup, moi j'avais cette envie que les gens un petit peu bloquent la voiture, ou peut-être même que Josh Hartnett démarre et pousse un peu les fans et tout, leur rentre dedans, mais que on sente cet amour des fans. Ouais, il y a eu, à un moment, ils ont une utilité, mais pareil, à un moment, elle prend son téléphone et elle pense d'abord à la sécurité de la victime qui est dans la cave, et elle explique aux gens, c'est très intelligent de se servir à ce moment-là de ces réseaux et de dire en live, voilà, je sais tel indice, est-ce que vous savez où ça se trouve, etc. Et elle va réussir à aider cette personne. Ça, c'est très rapide et très intelligent. Sauf que dans la foulée, elle ne pense pas à dire l'identité du tueur. Alors, elle le fait quand même d'une autre manière après, mais je comprends pas qu'elle le dit pas dans son live Instagram ou tout ça, parce que ça serait extrêmement utile à ce moment-là de balancer l'identité, parce qu'elle n'est pas encore saine et sauve. Si elle se fait buter, elle pourrait presque emporter le secret dans sa tombe. Alors il y a 2-3 petits indices qui traînent, on pourrait remonter jusqu'à lui après coup, mais j'aurais été elle, un des premiers trucs auxquels je pense, c'est de donner l'identité et l'adresse du mec, parce qu'elle connaît son nom et elle connaît son adresse. Et en plus, elle a fait monter sa fille sur scène, donc elle peut très bien dire, alors que le concert vient d'être filmé, c'est le père de la fille que j'ai fait monter sur scène. Enfin, il y a moyen de donner plein d'indices. Bon, elle ne le fait pas. Malgré tout, cette scène, ils s'en sortent bien après, parce que voilà, elle fait autre chose. De toute façon, on est dans la partie spoiler. Elle donne l'identité, elle dit à travers la porte à la famille que leur père, c'est le boucher, c'est le tueur. Ensuite, on va avoir une révélation, on apprend qu'en fait, la mère de famille avait des doutes. Voilà, ça c'est plutôt pas trop mal fait non plus. Je me suis pas ennuyé une seule seconde du début à la fin. Là, je me suis attardé un petit peu sur ce sur quoi je pinaille, parce que justement, ce sont des frustrations. Quand le film est agréable, on a envie qu'il soit parfait, et surtout quand c'est des petits détails qui sont bêtes. Et c'est dommage de ne pas avoir approfondi la psychologie un petit peu plus sur certains personnages. Voilà, donc pas un film d'horreur, mais un bon thriller que je vous conseille. Moi, j'ai été pris de bout en bout. Josh Hartnett, ça faisait plaisir de le revoir, parce que je trouvais que c'était un bon acteur qui avait eu un très bon début de carrière. Et puis, j'ai trouvé que ces dernières années, on le voyait plus trop, et que c'était pourtant un gars où je me demandais mais pourquoi il a disparu, où est-ce qu'il est, où est Josh Hartnett? Alors, il a peut-être fait des films que j'ai pas vu passer, mais j'avais l'impression qu'il avait un peu disparu du paysage. Il y a des acteurs comme ça qui étaient bons et qui ont eu une succession de bons films, mais du jour au lendemain, on a l'impression de ne plus les voir, on se demande pourquoi. Je pense à des mecs aussi comme Ryan Phillippe. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de voir Trap. Et comme d'habitude, j'ai toujours pas réfléchi à une phrase de fin. J'ai jamais ressenti ça. Je me sens hors de contrôle. Oui, j'ai encore kidnappé un Asiatique, mais c'est pour les quotas, c'est pour prouver que je suis pas raciste. Et cela dit, si je fais que kidnapper des autres ethnies, est-ce que c'est pas une forme de racisme? Surtout quand on les cantonne à des rôles mineurs secondaires. Il y a encore matière à faire gueuler les wokistes. Hein. Ça ferait un super bon film, ça. Un serial killer spécialisé dans le wokiste qui casse les couilles. Pléonasme.